Bonsoir, gouverneur d'Elbers. Et bonsoir. Merci beaucoup, de nous accueillir ici au sein du LSAS pour répondre à quelques questions concernant les dernières, modifications de loi. Pas de souci, hein, c'est normal. Alors on va commencer, par, les changements que vous avez, effectués sur le CETA. D'accord. Il y en a eu, pas mal. On a surtout remarqué des rajouts, de certaines choses. Est-ce que vous pourriez, nous expliquer un peu, ces, changements et pourquoi vous les avez décidés? Ça marche. Principalement pour le CETA, c'est une, initiative, citoyenne, de la part de Donovan Martel, représentant des RAM, qui est venu avec un projet de loi, plutôt bien ficelé. Il avait, fait des demandes auprès des avocats, des procureurs et des juges pour être sûr que, les demandes qu'il faisait étaient, respectaient les cadres légaux et étaient, pertinentes avant de commencer à nous les proposer. Ce sont surtout des mesures, on va dire, de, fortification sur la notion de trésorerie, de trésorier et qui a le droit de, posséder, l'argent, d'une trésorerie et comment ça se passe, surtout quand une auto, micro ou, entité, se termine. Donc un peu comment ça se passe d'un point de vue, légal, surtout au niveau de l'argent. Donc à l'origine, c'est une initiative, citoyenne et donc je trouvais ça, avec Mathias, en tout cas avec, le gouverneur adjoint, on était content qu'il y ait des initiatives, citoyennes qui arrivent avec un projet, bien ficelé, bien réfléchi, des propositions, fermes, avec un tout un papier qui expliquait pourquoi est-ce qu'ils pensaient qu'il y en avait besoin et quelles étaient les raisons qui proposaient ça. Et donc nous, on a trouvé ça, très bien fait et surtout ça a aussi rentré dans notre, optique de, clarifier certaines choses donc une pierre, deux coups et donc résultat, c'est pour ça qu'on les a, aussi publiés. OK. Donc ça veut dire que si par exemple il y a un citoyen, qui nous écoute en ce moment et qui souhaite aussi vous proposer, des choses ou des changements, avec un projet solide, c'est possible? Tout à fait, en fait, OK. on n'a jamais refusé la proposition, citoyenne. Et si jamais on doit dire non à un projet qui est proposé par un citoyen, on aura toujours une raison de pourquoi est-ce que, on estime que alors soit ça va pas rentrer avec nos valeurs, de intrinsèques, de parti, soit ça va pas rentrer aussi dans la ligne qu'on veut imposer au gouvernement et cetera et cetera. Mais il y aura toujours une justification à un projet, en tout cas à une proposition de projet, bien ficelée par des citoyens. OK, merci beaucoup. Hem, on va ensuite, aborder, le changement concernant le code des institutions, en particulier, la fiche de poste, du bureau du procureur. Oui. On a remarqué que vous aviez rajouté, une chose, c'est-à-dire une tâche, plutôt l'application de la politique de sécurité, pour le bureau du procureur. Est-ce que c'était une mission qui, selon vous ou selon eux aussi, n'était pas assez claire, assez définie? En fait, c'est que actuellement, la loi, si on la suivait, à la lettre, ne leur permettait pas de suivre, cette, politique de sécurité, puisqu'elle rentrait pas dans leur fiche de poste. La politique de sécurité, selon la loi, n'était destinée qu'aux mairies. Donc ou à la SASP, mais via le gouvernement. Donc pour nous, il nous semblait absolument utile que dans notre État, en fait, qui est quand même le procureur, qui est quand même l'avocat de l'État, si on parle au niveau le plus basique, eh bien, suive, les politiques que nous mettons en place et que nous demandons. Donc c'est plus, hem, il faisait ça, on va dire, de coutume, de convenance, mais maintenant, la loi, le dit, noir sur blanc pour que ça soit, absolument légal. OK, d'accord. Merci beaucoup. On avance alors dans les modifications de loi. On a également vu donc alors cette fois-ci ça concerne plutôt les décrets gouvernementaux, que vous aviez décidé donc que le montant soit moins important, pour un véhicule par exemple dont le prix se situe entre, 1 et 20 000 $. Hem, pour quelles raisons avez-vous souhaité que, le changement de propriétaire, le montant soit justement, diminué, pour une valeur, Eh bien, ça fait derrière aussi cette partie des voiture? changements qui ont été apportés par, une initiative, citoyenne.
pour, avec comme justificatif que, pour des véhicules à tout petit prix, ça représentait une part beaucoup, enfin absolument énorme de la part du hem, par rapport, pardon, au prix de départ et que du coup, il était plus, rentable de, les vendre aux concessionnaires plutôt que de faire marcher, le marché de seconde main. Donc, nous, on n'y voyait pas d'inconvénient. On a sorti un peu les stats et ça représente pas non plus, une flotte, on va dire, de, véhicules absolument énorme et donc ça a été vu avec les FDO, en tout cas en termes de charge de travail. Il y a pas de souci pour, le passer, donc c'est un geste qu'on fait envers les citoyens qui auront des petites voitures comme ça à vendre. OK, d'accord. Merci pour cet, éclaircissement. Hem, on passe maintenant à tout ce qui concerne, les changements, pour le code judiciaire. Hem, alors, on a remarqué que alors là, ça concerne plutôt, les enquêtes, l'ouverture des enquêtes. Mmh. Auparavant, le délai pour ouvrir une enquête était de 8 jours et qu'il est passé à 4. Et on s'est posé la question de cette raison. Est-ce que c'était parce que vous trouvez que les enquêtes, durent trop longtemps? Alors Mmh. attention, on est passé de 8 à 4 pour les enquêtes dont, dont les procureurs ou chefs de service ou juges apprennent ont la connaissance des faits. Mmh. Donc c'est pas, les délais, par les citoyens quand ils veulent porter plainte et cetera. C'est vraiment à partir du moment où un proc, un chef de service ou un juge apprennent des faits, ils ont 4 jours pour ouvrir une enquête. Si on a réduit ce délai-là, c'est qu'après concertation avec, juges, procureurs et forces de l'ordre, qu'en fait, tout simplement, de base, ils n'utilisent jamais l'entièreté des 8 jours. D'accord, Dans le sens où, s'ils doivent prendre une décision qu'une enquête, doit être ouverte, c'est avant ces 4 jours, c'est la plupart du temps, c'est bien avant et que du coup, il n'y avait pas de nécessité d'avoir des délais, trop longs. Comme ça permet aussi que les enquêtes, puissent commencer plus rapidement si jamais il le faut, même si pour l'instant c'était pas utilisé en tout cas sur l'entièreté des 8 jours. OK. Donc ça vous paraissait important de d'écourter un peu ce temps-là, quoi? Oui, c'est aussi pour, OK. refléter la réalité du terrain. Mmh. C'est compris. OK. Toujours sur le code judiciaire, on s'est rendu compte que, alors cette fois-ci, ça concerne plus, comment dire? Les enquêtes ou le déroulé d'une enquête cette fois-ci. Hem, Par exemple, vous précisez que, comment dire? Pour toute enquête sur des délits majeurs ou plus, un procès doit être organisé. Donc c'est un besoin, on a l'impression qu'il s'est fait ressentir et on s'est posé la question de savoir si c'était une conséquence, par exemple, du procès qui n'a pas été réalisé, pour l'affaire, très médiatisée des Gacha Games ou si ça dépassait seulement cette simple affaire. Alors, la problématique a été portée à notre attention avec cette affaire-là, mais on estime qu'il faut justement aller plus loin et il faut permettre que, les juges et aussi qu'on puisse avoir une défense et une accusation, pardon, excusez-moi, que, en gros, tout le monde puisse se défendre et avoir une accusation face à un juge en tribunal ouvert. Si on l'a limité aux, délits, majeurs et plus, c'est que ça permet aussi d'éviter de trop engorger, la justice. Vous comme moi, nous savons bien que la justice a eu des hauts, des bas, même si elle se porte bien dernièrement. On a eu des cas où, les juges étaient absolument submergés de travail et on ne veut pas non plus leur compliquer, leur planning. Donc on l'a aussi limité en termes de modalités en termes de type, pardon, de délits et crimes. Mais, pour nous en tout cas l'affaire, Gacha Game a été, on va dire l'étincelle de départ, mais il fallait que ça soit fait, proprement et que, en fait, tout simplement, c'est aussi, envoyer un signal, fort et clair à aussi, tous les bureaux d'enquête qui, prennent du temps pour faire ces enquêtes et qui prennent du temps et ça demande un travail absolument fou et immense de leur part et il y a aussi une notion de: «On reconnaît votre travail et ça
ça doit être porté dans une accusation et en face, on reconnaît aussi le travail des avocats où ils doivent construire une défense, amener des témoins et cetera, des preuves. Donc il y a, on veut reconnaître en fait tous les acteurs de cette, de notre justice pour qu'on puisse tous travailler dans de bonnes façons et qu'on on reconnaisse le travail, des uns des autres. OK. Est-ce que, justement vous parliez, de cette étincelle qu'a pu être, qu'ont pu être les Gacha Games. Est-ce que c'est aussi pour cette raison que, on a remarqué donc un autre changement dans le code judiciaire concernant la révocation, pour, le barreau? Hem, on a vu que vous aviez changé, la suspension d'exercice, enfin, vous aviez ajouté plutôt la suspension d'exercice des avocats. Est-ce que c'est justement cette affaire aussi où il y a eu une suspension d'exercice pour des personnes, voilà, qui étaient impliquées? Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez décidé de changer la loi à ce niveau-là? C'est que pour l'instant, l'assemblée, enfin jusqu'à ces lois, l'assemblée ne pouvait pas faire dans la demi-mesure. C'est-à-dire, c'était soit révocation, soit rien. Et les seules, jurisprudences qu'on avait, c'était, des juges, fédéraux qui jusque-là, avaient, émis des suspensions de permis d'avocat, enfin des suspensions de pratique. Et pour nous, il était un peu important de le rajouter dans la loi parce que la révocation, c'est définitif pour, les 30 prochains jours. Vous pouvez pas faire, autrement et du coup, il y a tout le process de recommencer. Donc pour nous, il était important que cette notion de, suspension puisse exister puisque même des juges fédéraux ont vu qu'il y en avait besoin et donc du coup, pour nous, il y en avait un besoin dans la loi. On voulait pour éviter en fait qu'on soit obligé d'attendre des jurisprudences pour, se baser dessus, on voulait que ce soit tout simplement, inscrit dans la loi et que ce soit bien borné, que, aussi on essaye de limiter, les abus en introduisant, le principe de l'assemblée si on va aller au-delà des 7 jours. Ça permet de, borner, de laisser une liberté au juge de l'appliquer ou non, mais que, l'assemblée qui est quand même responsable des avocats derrière ait aussi son mot à dire si on veut aller, comment dire? Sur des durées qui sont, supérieures. Donc pour finir, on va aborder, la modification des amendes. Hem, est-ce que, il y a des raisons particulières pour avoir décidé de ces changements sur, les amendes? Alors desquelles vous parlez, surtout? Il y en a une en particulier, pourquoi par exemple a-t-on créé, l'infraction de manquement au devoir? Hem, pourquoi une amende si élevée alors que cette infraction est considérée comme une contravention et qu'aucune contravention et délit mineur ne dépasse 15 000 $? Alors, manquement au devoir, c'est pour qu'elle puisse être utilisée en surtout, on va dire entre guillemets, en tant que, amende administrative sur, des institutions qui ne font pas leur devoir de formation et ou, sur des institutions, par exemple des entreprises, qui ont des manquements, tout simplement à leur devoir de patron. Donc, c'est surtout pour qu'ils puissent vous n'êtes pas sans savoir que dans la loi, les amendes administratives se basent sur, des amendes, qui sont déjà définies et donc comme ça, ce manquement au devoir leur permet de, sanctionner une institution avec cet intitulé-là, s'ils en ont besoin, sur les manquements au devoir que devrait faire une institution. Donc elle est élevée, oui, mais on l'a gardée en contravention puisqu'il ne faut pas non plus que ça devienne une chasse aux sorcières pour, dès qu'une personne est, contrariée pardon, par un contrôle ou autre et qui porte plainte, à tout va. Donc ça reste une contravention. Oui, elle est haute, mais elle est sou on espère qu'elle sera surtout utilisée pour les amendes administratives. Voilà. OK, merci beaucoup. Très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu aux questions concernant les modifications de loi. On a également vu que vous aviez publié donc la nouvelle politique de sécurité et de santé, dernièrement. Donc si vous le voulez bien, on va également les aborder, pour voir avec vous. Hem, alors ça donc elles ont été mises à jour plus de 2 semaines après votre investiture. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes pour la création de ces politiques, pardon, avec les services concernés? Alors, pas forcément de problème, en particulier. On a eu 2 réunions donc consécutives, la première avec les chefs de service des forces de l'ordre, mairie, procureur, pour, discuter des réalités du terrain, des besoins et cetera. On devait aussi discuter de ce qu'était loi et amende puisqu'on changeait ce que ça nous semblait normal qu'ils soient au courant et qu'ils aient le droit à un avis.
En tout cas, pour la politique de sécurité, pas eu de soucis. On avait déjà un brouillon et un document de travail qu'on leur a fourni, lequel on est parti et ensuite, c'était tout simplement, en fait, les écouter, écouter ce dont ils ont besoin sur le terrain et comment nous, on peut, décider ce qu'on veut être nos priorités. Ça, c'était pour la partie, politique de sécurité. Pour la politique de santé, donc là, cette fois-ci, c'était une autre réunion avec les mairies, pompiers, et direction LSES, BCES et donc là, c'était plutôt les échanges de, concrètement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, avant d'être gouverneur, moi, j'étais au BCSO donc le FDO, j'ai un Mmh. peu plus de un peu plus de facilité, on va dire, à les comprendre. Par contre, j'ai jamais été médecin, donc je n'ai jamais été dans leurs, bottes et j'avais plein de questions sur comment les process marchent, comment ils fonctionnent et cetera et du coup, c'était plus une réunion de concrètement quelle était leur problématique aujourd'hui, comment est-ce que nous, on pouvait les aider et faire une politique de santé qui soit bénéfique pour tous et qui permette en fait de répondre à leurs besoins et nos demandes en même temps. D'accord. Hem, Concernant la politique de santé, donc vous écrivez souhaiter que des campagnes de sensibilisation soient mises en place, par les mairies et le gouvernement. Estimez-vous que les nombreux messages de prévention et d'information sur les canaux des mairies actuellement soient insuffisants? Ou est-ce que vous souhaitez les encourager encore davantage? C'est les encourager encore davantage et à voir si nous, le gouvernement, on peut pas aider là-dessus, mais après ça va être un travail plutôt de longue haleine avec les mairies. Voir si nous, le gouvernement, on a une possibilité tout simplement d'aider. Mais c'est pour qu'ils accentuent, on dit pas du tout qu'ils ils font pas un bon travail, au contraire, c'est même très bien ce qu'ils font. Donc c'est plus pour, continuer ce bon travail plutôt que de dire qu'ils font mal, au contraire. OK. On a aussi remarqué que, en ce qui concernait, donc les autres points de la politique de santé, il n'y avait pas de gros changements apparents. Est-ce que vous pensez, après, vos discussions, qu'il n'y a pas eu vraiment d'évolution sur ces points malgré la politique de l'ancien gouvernement? Heu, Par rapport à l'ancien gouvernement, c'est ça dont vous parlez? Mmh. Non, c'est qu'en fait, les problématiques, elles sont encore là. Donc en fait, je me suis pas basée sur l'ancienne, je me suis basée sur ce dont les médecins avaient besoin. Donc si on arrive à être la même que l'ancien, c'est que du coup, les problématiques ont pas été résolues et qu'ils ont encore les mêmes problèmes. Mais j'avoue l'avoir même pas relu, l'ancienne, enfin en diagonale, D'accord, donc si j'ai OK. si ça ressort, avec la même, consonance, c'était pas voulu. On va passer davantage à la politique de sécurité. Dans celle-ci, vous indiquez une tolérance zéro sur les attaques d'institutions, d'entreprises et d'employés en service. Avec la modification de la fiche de poste des procureurs dont on a pu parler tout à l'heure, dans le code des institutions, pour la prise en compte justement de cette politique. Est-ce que vous avez déjà eu des retours sur son application, lors de comparutions ou de tribunaux? Pas encore puisque la politique a été sortie il y a 2 jours. Du coup, on n'a pas encore eu le temps de faire le point avec, les procureurs pour savoir, malheureusement, il me semble que je suis toujours en réunion quand une, comparution arrive. Du coup, on va prendre le temps, avec le procureur, général pour, faire un bilan de, ce qui a été demandé et ce qui a été, enfin les faits de départ sur toutes les une fois que tous les délais de recours évidemment soient passés pour qu'on reste dans la légalité. Donc, j'ai pas encore eu de retour, non, sur le procureur. On s'en charge dès début de semaine prochaine. OK, merci. Est-ce que des majorations pour circonstances aggravantes ont-elles été travaillées et discutées avec le BDP et ou le BDJ pour la mise en place de cette politique? Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? J'ai pas entendu le début. Oui. Est-ce qu'il y a des majorations, par exemple, pour circonstances aggravantes qui auraient été travaillées et discutées avec le Alors les BDP? types de majoration, vous voulez dire? Oui, c'est ça, par exemple. Ah, non, pas forcément. On le laisse à l'appréciation, du procureur général qui travaille, tous les jours dans la justice. Nous, on veut juste que ce soit une politique zéro et que du coup, ce soit, plus sévèrement puni. C'est pour ça que j'attends juste les résultats qu'il va nous donner, début de semaine prochaine pour qu'on puisse, savoir s'il y a besoin d'être encore plus ferme ou si, j'estime que c'est déjà, suffisant. J'ai pas donné consigne particulière, j'estime que
j'ai confiance en mon procureur général, mais on va quand même vérifier parce que c'est aussi mon rôle, vis-à-vis des citoyens de vérifier que ça se passe bien. Mais dans tous les cas, si jamais il y a besoin de resserrer la vis, je le ferai moi-même. On a également lu que vous souhaitiez prioriser, le démantèlement du trafic d'armes illégales. Pourquoi est-ce que vous ciblez ce trafic en particulier plutôt qu'un autre? Parce que, on estime que dans les rues, le trafic d'armes, illégal, c'est aussi ce qu'a coûté la vie, des derniers agents qui sont morts en service. Si jamais il y avait moins d'armes, en ville, peut-être que les je sais pas si on peut les appeler comme ça, mais les criminels de carrière, on va dire ça comme ça, avaient plus de mal à se fournir. Est-ce qu'ils feraient pas, moins d'actions et cetera et cetera? Donc nous, on a décidé de, sévir là-dessus, mais on veut aussi, accentuer particulièrement sur les armes illégales qui sont des armes achetées légalement par des gens qui ont des PPA et qui sont revendues, sous le manteau. On veut aussi, cibler là-dessus. Donc c'est la combinaison des 2 qui font qu'on demande au FDO de cibler ce trafic-là en premier. Après, on n'est pas à l'abri que, de changer la politique de sécurité pour évoluer au fur et à mesure quand, au fur et à mesure que les FDO vont nous remonter, les retours du terrain et cetera et les comparutions et tout ça. Mmh. OK. Hem, Concernant la coopération interservices et les interventions en cas de fusillade, par exemple, est-ce que cette politique entraîne un changement dans le travail actuel des forces de l'ordre? Non, 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 on va c'est surtout sur les enquêtes de fond, que ça va changer. D'accord, OK. Et enfin, vous avez mentionné une politique sur la sécurité routière. Est-ce que vous avez eu des retours de la part de la SASP depuis l'attribution de leur nouvelle mission? Est-ce ils vous ont signalé une évolution à ce niveau-là? Oui, alors, la SASP donc fait beaucoup, de contrôles et de, on va dire de la pédagogie surtout. Parce que, la SASP, estime que, si vous avez encore jamais fait, ils pratiquent plutôt, l'avertissement et la pédagogie plutôt que la répression si tout se passe bien. Dans le sens où tant qu'un contrôle se passe bien et que la personne, comprend les infractions et la dangerosité de son comportement, la SASP va plutôt partir sur de la, pédagogie et des avertissements. Par contre, au bout d'un moment, l'avertissement, tient tant qu'on ne refait pas une infraction derrière et qu'on a compris ce qui se passe et après au bout d'un moment ça vient de la répression plutôt que de la pédagogie s'il y a, réitération des comportements dangereux. OK, merci. Bah, écoutez, merci beaucoup madame Danvers, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions qui étaient assez nombreuses. Mais voilà, c'est toujours, agréable, d'avoir un retour, de la part du gouvernement, suite à une publication, aussi importante. Eh, pas de souci. Dans tous les cas, c'est ce qu'on essaiera de faire à chaque, publication qui nécessite enfin, on ne l'a pas fait par exemple pour, la presse ou, le changement du code de circulation parce que c'était, des projets complètement différents. Le code de circulation, c'était surtout du dépoussiérage et de la réécriture plus que de l'ajout et du coup, par contre, sur des gros projets ou des grosses sorties comme on a fait dernièrement, ça, on essaiera toujours de soit accompagner un communiqué, soit, utiliser, les médias déjà présents, sur l'île pour qu'on puisse vous expliquer et que vous puissiez nous poser vos questions. D'accord, bah, c'est noté. Merci. Eh ben, merci à vous en tout cas.